Alors, commençons par l'intégrale la plus facile, c'est le terme intégral sur la spire de dl vectoriel u, c'est-à-dire mon intégrale a. Celui-là, il est en fait assez simple, parce qu'ici, vous voyez que dans cette expression, le vecteur u est indépendant. Alors, quand on a indépendant de la position du point P, donc de l'élément d'intégration dl. Donc, du coup, on devrait pouvoir l'extraire de l'intégrale, de le mettre en facteur. Mais il faut juste faire attention de ne pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire que je peux l'écrire intégrale de dl et puis sortir le vectoriel u, mais je ne peux pas le sortir à droite, il faut que je le sorte à gauche. Sinon, je suis en train d'échanger dl et u et donc de changer le signe. Je vous rappelle que a vectoriel b, c'est moins b vectoriel a. Pour le produit vectoriel, il faut faire un petit peu attention. Il faut écrire ça intégrale sur la spire de dl, vectoriel u. Donc cette intégrale-là, intégrale de dl, ça veut dire faire la somme de tous les éléments infinitésimaux dl. Alors imaginons qu'ils sont comme ça, donc ils forment la spire, les dl. Évidemment, c'est très grossier ce que je fais. Ils vont former la spire. La somme de tous ces vecteurs, si je les place au même endroit, il y en a un qui va être comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Si je fais partir les vecteurs du même point, vous voyez que la somme de tous ces vecteurs, ça va donner 0. C'est-à-dire qu'en fait, cette intégrale, elle est égale à 0. Alors, pas factoriel 0. Si on veut factoriel 0, c'est juste pour dire que c'est 0, point d'exclamation. Donc ça, c'est intéressant. On peut les démontrer autrement. Une autre manière de le dire, c'est que, ce qui n'est pas complètement évident, c'est de dire qu'à chaque fois que vous avez un élément dans une direction, un sens, vous pouvez trouver quelque part sur l'ensemble de la spire un autre élément qui sera opposé à celui-là, tel que la somme des deux fasse 0. Ce n'est pas évident ici, par exemple. Celui-là et celui-là sont opposés, donc si vous faites la somme, ça fait 0. Donc intuitivement, on sent que ça fait 0, mais on peut le dire d'une autre manière. Je me place dans le plan XY. Donc j'ai le plan Z vers moi, autrement dit, le vecteur que j'ai appelé n par exemple, c'est ce vecteur-là, il est vers nous, c'est aussi le vecteur UZ d'ailleurs. Donc si je regarde dans ce plan-là, alors déjà ma spire, c'est une spire, voilà une spire fermée. Si vous reprenez un élément dl, comme ça, eh bien cet élément dl, si je trace le vecteur ρ qui part de O et qui va vers dl, vers le point P, ça, c'est le vecteur ρ. Et ici, on a le point P. Vous voyez qu'en fait, quand je déplace P de ce point-là à ce point-là, le vecteur ρ, le nouveau vecteur ρ pour le deuxième point, il va être là. Ça va être ρ plus dl. En réalité, ρ plus dl, je pourrais appeler ça ρ plus dρ. Donc dl, dorénavant, j'essaierai de l'appeler dρ. dρ et dl, c'est la même chose. C'est une variation du vecteur ρ. Comme c'est une variation du vecteur ρ, je peux dire donc que l'intégrale de dl sur la spire de dl, c'est aussi l'intégrale sur la spire de dρ. Et ρ, c'est la primitive de 1 ici, si votre variable c'est ρ. Je vous rappelle, si vous écrivez intégrale de 1 fois dx, quel que soit ce résultat, de a à b, eh bien vous obtenez x pris entre a et b. Ou si vous préférez, x de b, xb moins xa. Si vous faites ça, ça veut dire simplement que cette expression-là, je peux la retranscrire telle qu'elle. C'est pas parce que c'est des vecteurs que ça change quoi que ce soit, puisque finalement un vecteur, enfin cette intégrale, c'est 3 intégrales, une sur x, une sur y, une sur z. Dρ x, dρ y, dρ z. Donc ça fait 3 intégrales à faire. Donc je peux écrire ça ρ, vecteur ρ du point P, pris entre quoi et quoi? Je pars d'un point P0, ici, je fais le tour et je reviens au point P0. Donc ρ de P entre P0 et P0, c'est-à-dire le vecteur ρ correspondant au point P0, il sera là, moins le vecteur ρ de P0, puisqu'on revient au même point. ρ de P0 moins ρ de P0, ça fait 0. C'est une autre manière de le dire. Voilà, donc on a le premier terme, A, qui en fait est égal à 0. On peut toujours espérer que les deux termes suivants sont aussi égaux à 0, mais ça ne marche pas. Là, il va falloir comprendre ce qu'on est en train d'intégrer, ce que c'est que ce ρ scalaire u, et ça correspond à quoi? dl vectoriel u, ça encore, on a une petite idée maintenant, mais il faut multiplier par ρ scalaire u, donc comme ça dépend de ρ, ça ne donne pas 0. Mais il y en a un qui est plus facile peut-être à comprendre, c'est le terme c. Fondamentalement, c'est ce qu'on doit faire.
doit faire l'intégrale sur la spire de dl vectoriel ρ. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre comment ça se projette, ce produit vectoriel, dl vectoriel ρ, et comment je peux le représenter. Pour ça, je vais me mettre de nouveau dans mon espace xy, c'est-à-dire dans le plan xy, et je vais représenter ma spire. Disons qu'on se trouve au point ici, sur un point P, on a dl qui est ici, on a le vecteur ρ et on a le vecteur n qui vient vers nous. Ce vecteur n étant le vecteur normal, donc le vecteur uz, un vecteur unitaire sur l'axe z, c'est forcément le vecteur uz. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça représente que dl vectoriel ρ? Il va y avoir un signe moins, peut-être, mais regardez comment vous écrivez la norme de dl vectoriel ρ, parce que finalement, une chose que je sais, c'est que le résultat de dl vectoriel ρ, je vais écrire ρ vectoriel dl. Ça ne change rien, il ne faudra pas qu'on oublie de mettre un signe moins devant. Vous voyez que le produit vectoriel de ρ et de dl doit être perpendiculaire à ces deux vecteurs, et comme ils sont tous les deux dans le plan xy, il doit être selon n. Donc, je peux écrire ρ vectoriel dl comme la norme de ρ vectoriel dl fois le vecteur n. Ça, c'est assez naturel. Alors, qu'est-ce que c'est que la norme de ρ vectoriel dl? C'est ρ fois dl, sans les flèches parce que ça représente une norme, fois le sinus de l'angle entre ρ et dl, fois n. Alors, maintenant, je vais faire un dessin en dessous pour bien comprendre ce qu'on est en train de représenter. Je vais prendre ρ, voilà ρ. Je vais prendre un dl qui a une direction quelconque, mais disons celle-là. Et alors, qu'est-ce que c'est que dl fois le sinus de l'angle entre les deux? Voilà le dl que j'ai déplacé ici. L'angle entre les deux, il est là. D'accord? Je vais l'appeler alpha. Si je prends le sinus de l'angle alpha, dl fois le sinus de l'angle alpha, on est d'accord, c'est cette longueur-là. Donc, ρ, cette longueur-là, multiplié par dl sinus alpha étant cette hauteur-là, c'est la même chose que si je regardais le rectangle qui est là. Et vous voyez que cette partie-là, je peux la découper et la mettre ici. Donc, ρ dl sinus alpha, ça représente ni plus ni moins que la surface du parallélépipède que je dessine là. Enfin, c'est l'aire de cette surface-là. C'est intéressant parce que si je la dessine sur mon dessin, le dl qui est ici, je le remets. Donc ici, si je trace le rectangle en question, ce qui est intéressant, c'est que ce rectangle, c'est en fait, si je le coupe en deux, par la diagonale, si je trace la diagonale, ici, représente ni plus ni moins que le vecteur ρ plus dl, ou ρ plus dρ. Donc le vecteur qui est ici, je vous rappelle, c'est la variation, c'est aussi la variation de ρ. Donc c'est simplement plus dρ. ρ plus dl, si vous voulez, c'est la même chose. Donc en fait, ce qui est intéressant, je disais, c'est que vous êtes en train de regarder deux fois cette aire-là, parce que si je coupe sur la diagonale ce parallélogramme rectangle, je regarde l'aire, cette aire qui est là, c'est la moitié de l'aire totale du parallélépipède. Donc en fait, je peux écrire que la surface, l'aire ici ds, c'est la moitié de la norme, d'après ce que j'ai écrit, de ρ vectoriel dl. Très intéressant. Pourquoi? Parce que géométriquement, ça veut dire que maintenant, ce que je fais, c'est l'intégrale de dl vectoriel ρ. Donc, à chaque fois, je vais faire la somme, si je reprends la forme approximative. Si je veux faire l'intégrale de dl vectoriel ρ, il faut que je prenne ce dl-là, plus ce dl-là, et à chaque fois, je fais l'intégrale de ça, de cette expression-là. Et cette expression-là, comme on l'a vu, elle se projette toujours sur n et représente l'aire de ce triangle. Donc, je vais faire l'aire de ce triangle, du premier, plus l'aire du second, plus l'aire du troisième. Ils auront toujours tous la même direction n, plus l'aire de celui-là, plus celui-là. Je pense que vous avez compris. À la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir l'aire. Alors, imaginons que je me mette ici. On va obtenir l'aire de ça, plus l'aire de ça, etc. pour l'ensemble du contour. Donc, finalement, calculer l'aire totale qui s'appuie sur la spire. Soit dit en passant, ce qui m'intéressait un petit peu plus haut, regardez, on avait dl vectoriel ρ, mais on avait déjà un signe moins. Donc ici, pouvoir écrire moins
le terme C qui est ici, donc moins l'intégrale de dl vectoriel ρ sur la spire. Ça va être égal à intégrale déjà de ρ vectoriel dl. Donc ça fait ρ vectoriel dl. En fait, ρ vectoriel dl, c'est ρ vectoriel dl fois n. La norme de ρ vectoriel dl, c'est 2ds. Donc ça fait la norme de ρ vectoriel dl multipliée par n. Et il se trouve que ça, c'est ni plus ni moins que 2 fois cet r élémentaire. Et si vous voyez que si vous intégrez, ou d'abord vous pouvez sortir le n, donc ça fait 2n. Le n aussi, je peux le sortir puisqu'il est constant, hein, c'est le vecteur n qui est sur l'axe z, intégrale de ds pour tous les points de la spire ici, et donc ça fait simplement 2s fois le vecteur n. S, c'est l'aire totale qui s'appuie sur la spire, l'aire totale de la surface qui s'appuie sur la spire. Eh ben, c'est pas mal ça. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut calculer, cette aire, en règle générale. En particulier, si c'est un cercle, c'est facile. Et donc, on a une expression assez simple de notre terme C. Vous avez vu, moins C, c'est 2S fois N. Alors déjà, on a deux termes. On a C, on a le terme A qui est nul, et il nous reste à montrer ce que c'est que ça.